Oui, oui. Alors, non, moi je dis tout normalement. Je raconte tout, mais il faut que je m'arrête. Non, oui, c'est vrai que... On peut parler de lui, de cet enfant. Oui, oui, oui. Ok, Sylvia, elle est protagoniste, absolument, la maîtresse, mais il y a aussi un enfant qui est un enfant qui vient de Turin, la grande ville, qui est asthmatique. Et c'est les années 70, donc il y avait une énorme pollution à Turin. Et donc cet enfant, il a été un peu forcé à déménager dans ce village. Et il déteste le village, il déteste l'école, ses copains, tout ça. Il est vraiment curieux. Et il trouve la maîtresse. Il trouve la maîtresse dans le bois. Il ne peut pas croire à ses yeux au début. Mais comme il est vraiment furieux avec ses parents et ce secret lui donne une raison d'être là. C'est un peu comme une mission de sauvetage. Alors il garde le secret. Et donc il y a au centre du livre, il y a aussi cette relation, cette amitié qui se développe entre l'enfant et la maîtresse. Et donc voilà, donc ça c'est aussi important. Oui. Et pourquoi avoir choisi de faire intervenir un enfant? Pourquoi c'est un enfant qui la trouve et pas un homme, une femme? Okay. Alors, c'est une maîtresse, donc je pense... Mais même dans la réalité, la maîtresse, l'enfant s'appelle Martino. Donc dans la vraie histoire, il n'y avait pas un Martino qui a sauvé la maîtresse. Hein. Mais je pense qu'elle était quand même sauvée par son amour pour l'enseignement, pour les enfants elle avait aussi, et c'était la maîtresse, elle avait enseigné pour vraiment beaucoup d'années. Et donc maintenant, par exemple, l'école du village est nommée, elle a le nom de la maîtresse. Oui, comment ça se dit On a donné le nom de la maîtresse. Oui, à l'école, pour dire qu'elle était vraiment une figure importante. Et donc je pense que même la vraie maîtresse a été, disons, ramenée par l'amour pour l'enseignement, pour les enfants et tout ça. Donc Martino incarne un peu ça aussi. Et aussi c'est la logique du conte. Donc on a un enfant, c'est le rôle qui se renverse. Et donc c'est l'enfant qui amène à manger, à boire à l'adulte, qui est l'adulte par excellence, la maîtresse d'un village. Et donc il y a aussi cette relation un peu comme dans un conte où l'enfant se prend soin de l'adulte. Et puis bon ça, et aussi la maîtresse, elle est adulte par excellence, mais elle est aussi une femme qui, d'une certaine façon, elle n'est pas vraiment grandie. Parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle n'a jamais eu une histoire d'amour. Elle était orpheline, donc même dans la réalité, elle était orpheline, donc elle était dans cette école des religieuses. Et donc c'est un peu comme une partie d'elle est restée l'orpheline dans l'école des religieuses, disons. Donc, et ça, c'est vrai aussi de la vraie maîtresse. Je pense que quand j'étais petite, je n'ai jamais demandé où elle était quand elle était disparue. Mais elle racontait beaucoup de l'école des religieuses. Elle était vraiment restée un peu là-dedans. C'était compliqué, c'était pendant la guerre, donc... mais elle avait aussi trouvé beaucoup d'amis là. Et donc pour moi, c'était d'entendre cette histoire, c'était vraiment... J'adorais parce que pour moi, elle était un peu comme Oliver Twist ou Jane Eyre. Il y a beaucoup d'orphelins dans les histoires pour enfants. Parce que pour avoir une grande aventure, il ne faut pas avoir des parents qui te disent bah, ok, la grande aventure, mais à 8 heures, tu dois venir rentrer et manger des pâtes. Voilà, donc même Harry Potter, il est orphelin. Donc sans parents, on peut avoir vraiment de l'aventure, quoi. Et donc pour moi, elle était un peu comme un personnage des romans que j'aimais quand j'étais petite. Donc il y a aussi cette dimension de la maîtresse. Oui, puis il y a des mémoires qui se croisent parce qu'elle, dans les bois, elle repense beaucoup à ses souvenirs d'enfance. Et les personnes qui la recherchent, parce que vous l'avez dit, il y a plein de personnages qui la cherchent et qui se remémorent aussi des souvenirs avec elle ou autres.
Et donc on va dans la mémoire des différents personnages, et cette mémoire qui nous amène finalement dans l'Italie pendant la guerre et dans l'Italie fasciste, puisque c'est les années 70, donc voilà. Beaucoup de personnages qui sont adultes étaient jeunes ou enfants pendant la guerre, donc voilà, oui, il y a beaucoup de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, imaginez, il y a une maîtresse qui disparaît, cachée dans le bois. C'est clair qu'elle est choquée, hallucinée, qu'elle a besoin d'aide. Si un adulte trouvait la maîtresse, il aurait tout de suite ramené. Parce que moi aussi, j'aurais fait ça. Alors qu'un enfant, comme Martino, il comprend de façon très instinctive qu'elle n'est pas prête à revenir. Et aussi, les enfants, quand ils ont honte de quelque chose, ils se cachent normalement. Et la maîtresse, elle a honte, elle a énormément honte d'être coupable. Et de façon très instinctive, l'enfant, je pense, comprend ça. Qu'elle n'est pas prête à revenir et qu'elle se cache parce qu'elle a honte. Elle ne peut pas être dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il garde le secret au début. Il y a un personnage que j'ai trouvé intéressant, un personnage secondaire pourtant, c'est Gianni, qui est un ami de la famille, en fait, de plein de gens du village. Et Gianni, il est écrivain et il traduit des poèmes aussi. Alors, je l'ai trouvé intéressant en plus parce que je savais qu'on aurait une traductrice. Et je sais que vous aimez les langues. Pourquoi il vous tenait à cœur ce personnage? Je ressentais qu'il vous tenait à cœur. Il est très sympathique. Je l'ai trouvé très sympathique en tout cas. Et voilà, donc il est écrivain, traducteur. Il traduit des poèmes en langue, des poèmes écrits en piémontais. En anglais. En anglais. Oui, il traduit de l'anglais. Oui. Alors, Gianni, il est le seul personnage. C'est un petit village dans les années 70. Donc, au nord de l'Italie, dans la campagne, près des montagnes, disons. Donc, les gens, mais peut-être c'est la même chose avec surtout les générations de mes grands-parents, c'était comme ça, et les gens n'étaient pas habitués à parler de sentiments, de deuil, de douleur, de tristesse. Ils faisaient des choses. Et il y avait un peu cette idée que si on n'était pas heureux, si on était triste, quand même il fallait vivre et marcher, disons. Alors, un peu comme si faire pouvait être une solution contre la tristesse, des choses comme ça. Et donc, ce sont des personnages qui ne parlent pas de ce qui se passe, vraiment, ne parlent pas de deuil, ne parlent pas de mort, ne parlent pas de douleur, ou tout ça. Et donc, j'avais besoin d'au moins un personnage qui était capable de parler un peu de ça avec l'enfant, avec Martino. Et Gianni est un hommage à un écrivain que j'adore, qui s'appelle Beppe Fenoglio, qui était écrivain, traducteur de l'anglais. Donc les traductions de Gianni sont des traductions de cet écrivain de l'anglais. Et il était partisan pendant la résistance, et aussi le personnage. Donc voilà, et c'est vraiment un hommage à Fenoglio. Je vous suggère de lire Beppe Fenoglio, qui est traduit en français, je suis sûre, est un écrivain merveilleux qui a écrit des romans sur la résistance, mais pas seulement. Et il est magnifique. Donc oui, j'avais aussi besoin d'un personnage qui parlait un peu de ça, de folie, de deuil, parce que personne ne le fait dans le roman. Donc le lecteur doit aussi reconstruire le sentiment des personnages à travers des gestes, des dialogues, des petits détails. Il y a aussi du patois piémontais. C'est ça, un petit peu. Mais il y a une traduction à un moment de piémontais, qui est votre région. Ouais, oui, c'est pour ça que ça m'avait mélangé des choses. Ouais. Alors là, je peux en dire un mot, puisque c'est moi qui ai traduit. Hein. Donc effectivement, donc il y a une forte identité régionale, on sait très bien dans quelle région on se trouve, le décor est bien planté, et c'est aussi une langue. Donc il y a quelques mots de piémontais, mais pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des chansons, des comptines
qui sont piémontaises. Et donc, en fait, le choix que j'ai fait moi, c'est pas de le traduire en français standard, pour que le lecteur comprenne bien qu'il y avait là quelque chose d'un peu spécifique, mais de le laisser en piémontais et de le traduire en notes, pour qu'on comprenne bien que ce passage-là est important et a un rôle dans l'intrigue. Juste un poème en piémontais, qui est un poème férocement anticlérical, parce que la petite fille, la fille qui meurt au début, elle vient d'une famille qui parle que du dialecte, que du patois. Et donc, et c'était très souvent comme ça, qu'on parlait dialecte à la maison, et puis on arrivait à l'école et on apprenait l'italien à l'école. Et donc la maîtresse lui donne un livre avec des poèmes socialistes, anticléricales, en piémontais, qui sont très rigolos, je pense. Delphine Gachet, vous avez l'habitude de traduire des romans italiens. Qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant d'abord, et puis après en traduisant le roman de Madeleine? Alors j'ai ressenti, comme l'a dit Camille tout à l'heure, que c'était vraiment un roman différent des autres et qu'il y avait vraiment une tenue littéraire importante. C'est-à-dire qu'on sent une aisance de l'écriture, ça se lit facilement. Et en même temps, il y a beaucoup de registres. Tout à l'heure, on disait le conte, la fable, on a parlé du bois. Comme vous l'avez compris, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont les protagonistes de ce roman. Et donc, il y a vraiment une variété de tonalités. Il y a aussi beaucoup de dialogues à certains moments. Voilà. Et c'est cette qualité d'invention et cette qualité d'écriture qui m'a frappée. Alors, certes, on n'est pas tout à fait, on l'a dit tout à l'heure, dans les codes du roman policier, mais justement, c'était ça qui faisait la différence, c'est oui, il va y avoir une disparition, oui, il va y avoir du suspense, mais raconté de façon vraiment, vraiment différente. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre quand je l'ai lu. On s'est battu avec Camille pour qu'il soit publié. Et quand on traduit un livre qu'on a aimé, c'est beaucoup plus facile quand même. Parce que voilà, on rentre bien dans le style, dans l'univers de l'autrice. Et donc on le traduit plus facilement, on a plus de plaisir à le traduire. Je veux dire que comme je parle français, et je lis beaucoup en français pour mon métier, j'écris, mais je suis aussi scout littéraire pour les traductions étrangères. Donc je lis beaucoup. Mon métier consiste dans lire des romans très vite pour des éditeurs, pour qu'ils puissent acheter les droits de traduction. Donc je parle français, je lis beaucoup en français, et je trouve la traduction de Delphine magnifique. Surtout dans les dialogues, parce qu'il y a un rythme comique parfois dans les dialogues aussi. Bon, les thèmes sont lourds, mais il y a aussi des moments très légers, très comiques. Et elle a fait ça de façon excellente, je trouve. J'aime bien vraiment. Je pense que les dialogues en français sont magnifiques à entendre. On a fait une présentation avec une fille qui a lu des passages des dialogues en français, et c'était vraiment magnifique pour moi. Comment vous mettez votre patte de traductrice quand vous traduisez un livre? Est-ce que vous faites pas de la traduction mot à mot forcément? Parlez-nous un peu de votre métier de traductrice littéraire. Oui, alors je pense que c'est Italo Calvino qui disait ça. Il disait la meilleure façon de lire un livre, c'est de le traduire. Parce que tout à l'heure, à la table ronde précédente, on disait qu'il y a autant d'interprétations d'un livre qu'il y a de lecteurs. Et c'est vrai que le même livre traduit par deux traducteurs différents, ça ne sera pas la même chose. Donc c'est vrai que vous allez lire Maddalena Vannotanet, mais traduit par Delphine Gachet. Donc voilà. Et donc moi, mon objectif, c'est de respecter le plus possible sa langue, la façon dont elle s'exprime, mais en même temps d'avoir le souci que ça passe bien en français aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines constructions de phrases qui vont être récurrentes en italien mais qui ne passeront jamais en français. Donc ça, on va un peu les modifier, tout en restant le plus possible fidèle à ce qu'elle avait fait. C'est ça, la ligne de conduite. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous étiez battu pour défendre ce livre. Enfin, je crois que vous avez dit ça. Je reprends. C'est difficile de publier un premier roman, ou qu'est-ce qui était En fait, c'était plutôt le timing dans lequel ça s'est fait.
Donc en gros, dans l'édition, il y a 2 temps forts. Il y a ce qu'on appelle la foire de Francfort, c'est dans 15 jours, là, où on y sera toutes les deux avec Madalena, où en fait tous les éditeurs de la planète se retrouvent et en fait on fait du speed dating pendant 3 jours et ça dure une demi-heure et on nous pitch des livres toute la journée et c'est dans ces moments-là qu'on achète les droits étrangers. Et en fait l'agent de Madalena, j'ai dû la rencontrer, je pense, juste avant Francfort, voilà. Et elle m'a dit, ça va être mon enjeu de la foire, etc. Donc je vais l'envoyer à tous les éditeurs. Et donc il y avait une sensation il fallait être rapide. Et comme on a beaucoup aimé le texte, et ben on a été très rapide. Grâce à Delphine aussi, puisqu'il fallait que Delphine puisse, elle, lire le texte de A à Z, puisque c'est une langue qu'elle maîtrise parfaitement. En 48 heures. En 48 heures. C'est en général le délai que je donne à Delphine. Je dis c'est vraiment urgent en 48 heures. Souvent, elle me dit oui. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres éditeurs qui voulaient... Il y avait d'autres éditeurs qui étaient intéressés. On ne connaît pas si on ne travaille pas dans les maisons d'édition, mais quand il y a les livres, voilà, il y a la foire de Francfort, on fait c'est un rendez-vous juste à côté, donc 30 minutes par rendez-vous, on peut avoir 25 rendez-vous dans une journée, comme ça, c'est vraiment du speed dating. Et puis normalement, il y a des fiches de lecture, il y a des lecteurs, il y a des scouts qui lisent pour des éditeurs. Et ça arrive que aussi, si par exemple il y a 2, 3, 4 offres sur un texte, on fait des enchères, comme pour l'art. Donc on fait des enchères avec des premiers tours, deuxième tour, et comme ça. Et donc ça va coûter beaucoup s'il y a une enchère. Donc normalement, les éditeurs cherchent à faire ce qu'on appelle un preempt, c'est-à-dire on fait une offre, et on ferme tout et on dit bah c'est ma meilleure offre et j'achète le livre comme ça et tu dis pas aux autres éditeurs qu'il y a déjà cette offre sur la table. Donc c'est un peu comme ça, c'est le dietro le quinte, comment ça se dit, derrière les coulisses. Donc il y a plusieurs éditeurs qui se sont battus pour votre texte. Moi j'avais vraiment... j'étais... Désolée, je suis un peu fatiguée. Comment ça se dit? J'ai eu beaucoup de chance. Ah, oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que le livre n'était pas encore publié en Italie et il a été acheté par un éditeur allemand qui s'appelle Zoakamp et qui est un grand éditeur littéraire. Et donc ça, normalement, ça aide beaucoup parce qu'on peut dire aux autres éditeurs Zoakamp a fait une offre sur ça, alors tout le monde est wow, c'est quoi ça? Et ils lisent aussi. Donc j'avais vraiment de la chance parce que en plus je parle allemand bien, donc je peux aussi suivre un peu le trajet du livre en Allemagne. Et puis c'était un peu un effet domino, comme il y avait l'Allemagne, puis la France, l'Angleterre et donc les États-Unis, la Grèce, comme ça. Donc oui, c'était incroyable, c'était fou. En plus, je travaille comme scout, donc je l'ai vu arriver. Donc je vois ça dans mon travail, mais je ne pensais pas que ce genre de livre, parce que tu l'as dit, c'est un peu inclassable, donc c'est pas le livre que normalement va être traduit partout. C'est pas le cas normalement pour un livre qui est plus difficile à positionner, on dit, à classer. Donc oui, j'étais très contente. Et vous êtes contente d'être éditée chez Robert Laffont? Absolument, oui, je suis très contente. Faut pas que le contraire. Et quelles sont les actualités ou les futures sorties de La Bête Noire? Alors là, puisqu'on est ensemble pendant a priori 2 jours sur le bassin, je vous conseille vivement d'aller voir Yana Wagner, qui est une autrice russe absolument fabuleuse. Oui, ça a été très compliqué de la faire venir en France, pour les conditions que vous connaissez. En gros, il n'y a plus de vol direct pour venir depuis Moscou à Paris. Il faut un visa pour la faire sortir du pays. Donc ça a été toute une histoire. Et son livre, ça s'appelle Le Tunnel. C'est un huis clos dans un tunnel. C'est absolument hallucinant. En plus, elle a eu cette idée géniale, inspirée d'une nouvelle de Cortázar, de nommer les gens par la voiture qu'ils utilisent et la voiture avec laquelle ils vont être totalement bloqués dans le tunnel, parce que c'est un méga embouteillage. Donc ça, allez la voir, elle parle anglais, elle parle un tout petit peu français, mais c'est un très grand roman,
c'est l'âme russe dans tout ce qu'elle a de plus beau. Et dans un genre très différent, il y a Laurent Guillaume qui vient de sortir un livre qui s'appelle Opium Lady. Et alors, accrochez-vous, Opium Lady, c'est en fait une histoire vraie. C'est une femme qui s'appelait Olive Young et qui, dans les années 50-60, a dirigé le trafic d'opium en Birmanie. C'est une femme toute petite qui avait été élevée dans une famille plutôt aisée, donc elle avait été dans une école anglaise en Birmanie, elle parlait très bien anglais, avec des parents assez rigoristes qui l'ont forcée à se marier, alors qu'en fait elle aimait les femmes, et elle avait qu'une envie, c'était de vivre libre. Bref, il raconte cette histoire, et donc il raconte le trafic d'opium en Indochine dans les années 50, 60, c'est follement romanesque. Voilà. Et je vous en cite que ces deux-là, parce que ça suffit. Sinon, moi je vous pitch les 12 livres à paraître en 2026 et ça c'est pas possible puisque vous n'allez rien retenir. Donc, Madalena, qui a été un énorme coup de cœur, Yana Wagner, Le Tunnel et Laurent Guillaume, Opium Lady. Qui sont tous là ce week-end en plus. On peut aller voir directement. Être scout, ah oui, ok. Alors, je travaille pour une agence de scouting littéraire de Paris. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de clients qui sont des éditeurs. Un éditeur par territoire, par pays, parce que sinon ils se feront concurrence. Donc on lit, moi je fais le français, l'italien, l'allemand, mais on est un team, donc c'est pas juste moi. Et on lit tous les romans qui sortent, presque tous, c'est beaucoup, oui. Et on fait des fiches de lecture pour tous nos clients qui sont en Chine, en Turquie, aux États-Unis, en France, en Italie, voilà. Et on fait une fiche de lecture pour dire oui, le roman est magnifique, cherchez à acheter le droit de traduction pour le traduire dans votre pays, dans votre langue, ou pas. Il faut filtrer beaucoup, donc beaucoup de temps on dit non. Et on travaille aussi beaucoup avec Netflix France pour les adaptations en film, en série. Beaucoup de séries qui sont sur Netflix sont tirées des romans. Donc ils cherchent toujours à adapter, mais même aussi, même des films, mais souvent les séries sont tirées des romans. Et donc c'est ça, donc c'est le travail. Quand j'étais petite, j'adorais lire. Je dis toujours ça, mais c'est vrai. Et je pensais, mais ce serait super de faire comme travail, de lire des romans comme travail, comme métier. Mais c'est pas possible. C'est quoi lire des romans comme métier? Ça n'existe pas. Et puis j'ai découvert que ça existe. Il faut juste être très vite, parce qu'il faut être vite pour faire des offres et pas aller aux enchères, comme je vous disais. Donc ça arrive de lire 2 romans par jour même. Mais c'est une lecture pour des clients éditeurs ou Netflix par exemple. Donc il faut penser pas seulement à ce que tu aimes comme lecteur, mais aussi à la destination, donc c'est qui cherchent les éditeurs, les clients et tout ça. Donc c'est une lecture un peu différente, mais oui. Parce que du coup, moi je suis de l'autre côté, je suis une éditrice. Alors malheureusement, Madalena n'est pas ma scout, mais en fait, absolument, elle me dit, tu l'as vu ce livre? Et en fait, ce que font les scouts, c'est de veiller. Ils font un travail de veille et c'est aussi des agents infiltrés. Parce qu'ils sont au courant de tout. Donc concrètement, comment ça se passe? Toutes les semaines, ils nous envoient des rapports de lecture. Donc c'est en fait un document Word dans lequel tout est listé. Donc dans tel pays, tel éditeur est en train de préparer ce livre. Dans celui-ci, cet agent prépare ce livre. Donc c'est des courts résumés. Avant la sortie, donc. C'est des courts, très courts résumés et ça nous permet de faire le tri en fait. Et quand on se fait confiance et qu'on se connaît, on peut acheter des livres sur les synopsis. C'est-à-dire que la promesse de lecture est si belle qu'on sait qu'on ne va pas se tromper. Et donc dans ces cas-là, en fait, on passe notre temps à s'appeler. C'est-à-dire qu'un scout qui a une idée, donc là c'est arrivé à Madalena en arrivant au festival, elle m'a dit tu l'as vu ce livre allemand? Je ne l'avais pas du tout vu. Et il est fort probable que j'aille l'acheter la semaine prochaine. Donc c'est des gens qui sont totalement invisibles dans l'édition, mais qui sont fondamentales dans la chaîne des livres.
Et est-ce que, Maddalena, vous avez un autre projet de livre en tant qu'autrice? J'ai écrit aussi pour la jeunesse, donc je suis en train d'écrire un livre jeunesse, une aventure qui se passe à la fin du XVIIIe siècle. Et aussi un autre roman pour adultes, on va voir. Oui, on n'en dit pas trop. En même temps, je suis forcée parce que j'ai signé des contrats. C'est facile d'écrire 2 livres en même temps? C'est impossible, je pense. On verra. Et vous, Delphine, vos actualités de traductrice, vous êtes en train de traduire quelque chose en ce moment? Oui, alors oui, je viens de remettre une traduction qui va sortir chez Robert Laffont. Alors je ne peux pas vous dire le titre parce qu'on n'a pas encore décidé. Si tu peux le dire. Alors c'est Uccidere i ricchi, ça sera traduit par Tuturare les riches. Donc c'est un auteur de thriller qui s'appelle Sandrone Razzieri, dont j'ai déjà traduit au moins 5 romans dans la Bête Noire. Et alors là, on est vraiment dans le vrai thriller avec des meurtres, des enquêtes et une association de 2 enquêteurs, une femme et un homme, qui sont des personnages un peu atypiques et qui fonctionnent très bien. Et donc là, ça se passe à Milan, parce que, bon, vous savez que Milan a beaucoup changé, maintenant c'est devenu une ville où c'est très riche, on veut être habité. Donc ça se passe dans le nouveau quartier de Milan, où justement habitent des ultra riches. Et donc il y a des meurtres de riches. Voilà, c'est ça le...